Salam alaikum, Zulflaouen, bonsoir. Cette semaine, l'actualité algérienne a été marquée par l'ouverture de l'année judiciaire 2024-2025. Le chef de l'État, M. Abdelmadjid Tebboune, président du Conseil supérieur de la magistrature, a présidé la cérémonie d'ouverture de la nouvelle année judiciaire. Dans une allocution à cette occasion, le président de la République a affirmé que l'ouverture de l'année judiciaire était l'occasion de perpétuer une tradition annuelle qui témoigne de la noblesse de la mission de la magistrature et de la place du pouvoir judiciaire indépendant, soucieux de la protection des fondements du droit et de la loi dans une Algérie qui a parachevé la construction d'un système judiciaire républicain, fort de la confiance du peuple et de l'apport de femmes et d'hommes loyaux et intègres. Le chef de l'État a rappelé avoir souligné à plusieurs reprises que les réformes profondes dans le secteur de la justice doivent être fondées sur une vision claire en partant de la nécessité de créer un climat qui permette à l'appareil judiciaire de s'acquitter de ses missions avec fluidité, compétence et rigueur. Dans le même ordre, Abdelmadjid Tebboune a mis fin aux fonctions de Mohamed Cherfi, chef de l'autorité nationale indépendante des élections, ANI, pour raison de santé. Une décision prévisible surtout après l'élection présidentielle du 7 septembre dernier et la cacophonie des résultats. Au même moment, l'affaire Boualem Sansal continue de susciter des réactions en France et en Europe. Cette affaire intervient dans un contexte diplomatique tendu entre l'Algérie et la France. C'est une séquence rare au Parlement européen. L'ensemble des groupes politiques s'est mobilisé pour dénoncer l'arrestation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, interpellé le 16 novembre dernier à l'aéroport d'Alger. François-Xavier Bellamy, député français au Parlement européen, a incarné la ligne dure, appelant à utiliser les leviers dont dispose l'Europe, notamment l'aide au développement. Le député français a particulièrement visé l'accord franco-algérien sur les questions migratoires qu'il souhaite voir dénoncées. Dans le même ordre, le ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, plaide pour la fin de l'accord franco-algérien de 1968. Il a appelé à tourner la page d'un accord migratoire qu'il juge obsolète face à une Algérie arrogante. Jamais dans l'histoire de l'Algérie indépendante, il n'y a eu autant de violations des droits de l'homme. Jamais on a vu les libertés bafouées et compromises avec une justice aux ordres. Jamais les activités culturelles académiques ne se sont trouvées dans cet état de liquéfaction incapable de produire. La fermeture et la répression sont telles que plus rien n'est faisable sans risquer l'arrestation. Des médecins, des ingénieurs, des enseignants, des jeunes diplômés ou pas fuient le pays. Pourquoi? Ce qui est sûr, c'est que cette péripétie est une preuve de l'impasse que vit notre pays à tous les niveaux. Le pays semble voué à errer sans cap ni projet. Quel est le projet de société de la nouvelle Algérie? Quel est son modèle économique? Quelle est sa nouvelle doctrine diplomatique et par là même sa doctrine militaire? Dans le discours officiel, ce qui a été accompli depuis 2019 est porteur d'espoir et appelle à poursuivre sur cette voie, à pas sûr et confiant. Pour le pouvoir algérien, tout va très bien. Pour l'opposition réelle, une grande partie du peuple algérien, l'état des lieux en témoigne. L'Algérie nouvelle est un titre vide de sens. L'Algérie nouvelle est l'échec à tous les niveaux. L'Algérie nouvelle va mal. L'Algérie nouvelle inquiète. Nous débattrons avec nos invités de toutes ces questions, juste après cette petite intro.
Comme chaque samedi, donc, rétro-info de la semaine, Algérie, l'année judiciaire, Mohamed Charfi et Boualem Sansal, point d'interrogation, c'est le titre de notre émission. Bien sûr, on va commencer donc avec cette ouverture de l'année judiciaire 2024-2025 qui a été présidée par le chef de l'État, Al-Majid Tebboune. La situation des droits de l'homme en Algérie, Abdelmajid Tebboune aussi a mis fin en fonction de Mohamed Charfi, chef de l'autorité nationale indépendante des élections, ANI, pour raison de santé, nous dit-on. Et on termine bien sûr avec l'affaire Boualem Sansal qui continue de susciter des réactions en France et en Europe. Cette affaire, bien sûr, intervient dans un contexte diplomatique tendu entre Alger et Paris. Une diplomatie qui pose de sérieuses questions sur notre vision du monde, mais aussi une question interne inquiétante: où va l'Algérie? Toutes ces questions, bien sûr, on les posera à nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Gamel Abina, expert en relations internationales. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Gamel Abina, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci Gamel Abina. On a aussi le plaisir d'accueillir Dr Mohamed Lamine Chibane, médecin, militant politique. Il est avec nous depuis Chorfa, El Bouira, par téléphone. Dr Mohamed Lamine Chibane, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Salam alaikum, marhaba bik. Alaikum salam. Heureux d'être parmi vous encore une fois. Un plaisir de vous retrouver toute l'équipe al-Magharibiya. تحية إلى كل الشرفاء وأحرار وأصحاب الضمير في الجزائر. شكرا pour l'invitation. Barakallahu fik. Merci beaucoup, Dr Mohamed Lamine Chibane. On a aussi le plaisir d'accueillir M. Chérif Lounès, universitaire et consultant. Il est avec nous par téléphone depuis Aix-en-Provence, en France. Chérif Lounès, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Salam alaikum. Je pense qu'on a un petit souci de connexion avec Chérif Lounès. Il n'est pas avec nous encore. Donc, on va commencer, bien sûr, avec la situation des droits de l'homme en Algérie, la situation des libertés, mais aussi donc l'ouverture donc de cette année judiciaire 2024-2025 qui a été présidée par le chef de l'État, Al-Majid Tebboune. On écoute Al-Majid Tebboune dans ce passage. أن نلتقي اليوم بمناسبة افتتاح السنة القضائية، وهي مناسبة نكرس فيها معا تقليدا سنويا يعبر عن نبل رسالة القضاء ومكانة السلطة القضائية المستقلة الصاهرة على حماية أسس الحق والقانون في جزائر استكملت بناء منظومتها القضائية الجمهورية محصنة بثقة الشعب وقوية بالنساء والرجال المخلصين النزهاء ومنهم أنتم السادة القضاة. Voilà, pardon. Donc, je voulais juste dire à nos amis de la régie, la vidéo numéro 300 doit être laissée si possible. On va continuer, bien sûr, sur les déclarations d'Al-Majid Tebboune, donc, par rapport à l'ouverture donc, de l'année judiciaire 2024-2025. حسنت جهود عصرنة قطاع العدالة من رفع مستوى الأداء ومكنت من تجاوز الأساليب التقليدية البيروقراطية بفضل المنشآت الهيكلية التي تتوزع على كافة أرجاء الوطن والتي من شأنها أن تتيح اليسر والسعة للسيدات والسادة القضاة وكذلك المرتفقين من متقاضين وطالبي خدمات قضائية. ويحدوني اليقين في أن ستحفل المرحلة القادمة بالمزيد من الإنجازات لصالح قطاع العدالة خاصة في مجال العصرنة والرقمنة بما يتماشى وحجم المسؤولية النبيلة التي يتولى القضاء أداءها بنبل وشرف. Voilà, donc les déclarations d'Al-Majid Tebboune pendant donc cette ouverture de l'année judiciaire, la nouvelle année judiciaire.
Docteur Mohamed Lamine Chibane, je vais commencer cette émission avec vous. Comment peut-on lire donc ces déclarations du chef de l'État, Majid Tebboune, qui parle donc des pas qui ont été affranchis par rapport à la justice algérienne? Je peux parler en toute assurance des étapes que nous avons franchies pour restaurer la confiance en l'État et consolider les règles de gouvernance depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, a ajouté le président de la République, soulignant qu'en vertu de cette Constitution, la place de la justice s'est renforcée. Et avec ces dispositions, l'indépendance du secteur s'est consolidée. Une indépendance que nous construisons avec tout un chacun, grâce à une volonté politique fédérant les efforts et encourageant l'engagement et la participation au processus de changement et de redressement, a poursuivi donc le chef de l'État. Qu'est-ce que vous en pensez donc de ces déclarations et de la justice en général de notre pays? On espère que ça se concrétise sur le terrain. Mais je voudrais vous rappeler une déclaration de Montesquieu. Il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois avec les couleurs de la justice. Quant à Jamel Din Afghani, il disait « Qui incarcère un peuple, qui étouffe une pensée, qui brandit le fouet, qui fait taire une opinion, qui construit des prisons. Celui qui dénie aux humains leurs droits est damné dans la religion. » Alors, il est vrai qu'il y a eu la mise à terre d'une timide expérience démocratique durant 88, 89, jusqu'à 92. Mais depuis ce jour, il n'y a que des promesses. M. Tebboune lui-même disait qu'il faut soutenir les efforts visant à renforcer l'état de droit et la transparence dans toutes les décisions importantes. Mais sur le terrain, quand on se voit en Afrique dépassé par le Ghana, par l'île Maurice, par les îles du Cap-Vert, ma foi, c'est pas du tout gai. Hein. Voilà ce que nous voyons, voilà ce que nous constatons sur le terrain. Il y a réellement une différence, un décalage qui persiste entre les gouvernants et les gouvernés. C'est ce qu'on appelle le che-guévarisme. Les partis d'opposition sont marginalisés. Ils sont perçus comme des potentiels fauteurs de troubles. Voilà la réalité. Quand je vous rappelle pour la célébration de ce 56, août 56, il y a plusieurs militants, principalement ceux du RCD. C'est quand même, c'est un jour, une journée qu'il faut pas oublier. Historique. Et on les prend et puis ils passent au commissariat. On respecte au moins cette journée mémorable du 20 août 56. Ensuite, on fait ce qu'il faut faire. Là, donc, il y a vraiment réellement un décalage entre ce que disent les autorités et ce que nous constatons, ce que nous vivons réellement. Très, très bien. Restez avec nous, Dr Mohamed Lamine Chibane. Avant de donner la parole à Gamal Abina, on va écouter aussi dans ce passage Majid Tebboune. Il déclare que je peux parler en toute assurance des étapes que nous avons franchies pour restaurer la confiance en l'État et consolider les règles de gouvernance. Donc on va l'écouter. On va écouter Majid Tebboune. يمكنني أن أتحدث باطمئنان عن الخطوات التي قطعناها لاستعادة ثقة الدولة وتوطيد مقتضيات الحوكمة منذ سريان الدستور الجديد، فقد تعززت بموجبه مكانة قطاع العدالة وتجذرت بأحكامه استقلالية القضاء في الجزائر التي نبنيها مع الجميع بإرادة سياسية جامعة للجهود ومحفزة على الانخراط والمساهمة في مسار التغيير والتقويم. Voilà. Donc, Gamal Abina, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation, de ces déclarations, mais aussi du constat qui a été avancé par notre ami Dr Mohamed Lamine Chibane, qui dit qu'il y a un décalage entre ce que déclarent donc les
les gouvernants et la situation que vit le peuple algérien, surtout en termes de justice et de l'indépendance de la justice. Je ne sais pas si l'indépendance de la justice est à remettre en question. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un système judiciaire. Est-ce qu'il est indépendant ? La justice reste dans tous les pays démocratiques payée par l'État, quoi qu'il arrive. Donc il y a toujours une influence, même indirecte, de l'État. En revanche, je ne suis pas assez rompu à l'exercice par rapport à la question judiciaire. Est-ce que l'État de droit est respecté ? Est-ce que le citoyen peut saisir la justice en toute quiétude ? Est-ce que ces questions sont posées ? Alors il a été comparé à l'instant le fait qu'ils sont derrière l'île Maurice, j'aurais dire enfin plutôt la Réunion, je crois. J'aurais dire que c'est pas mal. Il y a une progression malgré tout. On n'est pas dans une dictature. Il y a quand même un État de droit qui existe. Il y a des institutions. Il y a un code pénal. Donc il faut espérer effectivement qu'il y ait une amélioration des conditions, parce qu'à une époque, on se souvient avant le Hirak, que réellement l'état de droit était quasiment devenu inexistant, puisque c'était vraiment les voyous qui avaient pris le pouvoir. Là, il y a quand même des rapports de force qui sont installés, des rapports de force qui vont sans doute conduire à une amélioration, on l'espère. On est toujours dans une démarche positive. Moi, je suis très positiviste, hein, j'ai envie que ça s'arrange, et je me demande si, effectivement, dans ce discours-là, il y a peut-être une volonté affichée de vouloir améliorer les conditions. C'est peut-être ça qu'il faut poser comme question, parce qu'on reste dans un pays du Sud. La plupart des pays du Sud, comme on l'appelle le Sud global aujourd'hui, ont des standards qu'on voudrait tendre vers la démocratie qui ne sont pas forcément atteignables tout de suite, parce que la démocratie, c'est un luxe, malgré tout, qu'on le veuille ou non, et l'état de droit est encore plus un luxe, parce qu'effectivement, donner une part égale à un citoyen par rapport à un homme qui a un pouvoir économique ou militaire ou je ne sais, eh bien, c'est compliqué. Et les pays du Nord ont connu ça à une époque, ils ont dû progresser lentement. J'en veux pour preuve la Grèce, qui était encore sous le joug des généraux, l'Espagne, qui était sous le franquisme et qui a mis beaucoup de temps, jusqu'en 80, dernière tentative de coup d'État, pour obtenir sa rentrée dans l'Union européenne avec les standards démocratiques. Je pense qu'effectivement, il faut tendre vers cette direction, et je pense que si le chef de l'État propose cette direction, on espère qu'elle sera appliquée, évidemment. Mais Gamal Abina, les observateurs de l'Algérie parlent d'un constat qui est totalement différent par rapport à ce que vous venez de dire. Ils disent qu'il y a régression en termes des libertés, régression en termes de démocratie, et peut-être même il y a des opposants qui regrettent, entre guillemets, l'ère de Bouteflika. J'ai envie de dire une chose, bon, Bouteflika jusqu'en 2013, hein, parce qu'après c'était catastrophique, c'était plus lui. Je veux dire simplement, c'est qu'il y a régression, c'est très relatif. En 90-91, effectivement, enfin de 89 pour être précis, à 91, il y avait une ouverture démocratique qui partait dans toutes les directions, c'est vrai, avec une expression réellement démocratique dans les médias et un peu partout dans la presse écrite. Il y a une explosion de la presse écrite d'ailleurs, donc l'expression démocratique était réelle. Après, il y a eu un resserrage de vis qu'on connaît, hein, après le coup de force qui a été opéré par une certaine armée, hein, parce que je mets pas l'armée dans le bas, hein, je mets une certaine armée, donc des gens qui n'étaient pas forcément favorables à l'Algérie. Et à ce moment-là, on a resserré les vis. Et ça a conduit à une guerre civile. Mais il faut jamais oublier que à cette époque-là, l'état de droit était inexistant. Une fois que s'installe le haut comité d'État, il n'y a plus de droit pour personne. Tout le monde est à la même enseigne. Aujourd'hui, on n'est pas à ce niveau-là. Il y a quand même une évolution assez probante. Alors, on se rappelle par exemple qu'en 91, enfin dans les années 80, fin des années 80, que ce soit Bassim Madani ou Abdel Hadj ont été mis en prison pour 12 ans parce qu'atteinte à la sûreté de l'État. Le dernier qui a eu une sortie assez violente et qui se rendait pas compte de ce qu'il disait, Rachid Nekaz, il aurait dû avoir 12 ans de prison. Ce que je ne souhaitais pas évidemment, parce qu'il a demandé aux gens de prendre les armes. Et finalement, ils l'ont relâché assez vite. Donc je pense qu'il y a quand même une amélioration des conditions. On n'est plus dans la même répression. On est effectivement parfois dans quelques moments difficiles, c'est vrai, mais on n'est pas au même niveau de violence qu'on a connu en 90, Dieu merci. Donc j'allais dire, moi j'ai envie de croire à l'avenir, j'ai envie de croire en l'amélioration des conditions économiques, politiques, judiciaires, de l'état de droit, et j'espère qu'on va dans cette direction, tout simplement. Très bien. Qu'est-ce que vous en pensez, Dr Mohamed Amin Chiban? Gamal Abina est en train de dire qu'il y a une évolution assez probante de la situation donc des droits de l'homme, de la situation économique. L'Algérie est en train d'évoluer, mais doucement. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai bien dit l'île Maurice, hein, je n'ai pas dit l'île de la Réunion. L'île Maurice, qui est classée 20e au monde, et c'est le premier pays en Afrique, et qui est classé comme démocratie entière. Alors que le Ghana, j'ai cité, c'est de la démocratie imparfaite, 65e, et l'île du Cap-Vert classée 35e. Or, quant à nous, l'Algérie, nous sommes très loin, très très loin. Il n'y a pas lieu du tout de dire là où on est, comment on est classé. Écoutez, une presse qui est sous tutelle, une presse qui ne fait que transmettre les discours officiels. Les réseaux sociaux sont surveillés. Les gens, ils ont peur. Ils ne veulent plus donner d'avis. Certains
certaines personnalités politiques sont sous ISTN. Mais c'est subhanallah. Quand on voit, nous avons 4 journalistes qui sont en prison. Bon, heureusement que Hassan Qad, il était que parmi les 5, bon, il est sorti. Mais regardez les autres, même ceux qui ne sont pas en prison. Je vous cite Saad Bouakba, par exemple. Oh, il est sous ISTN et il ne parle plus. Faire taire une radio comme le Magharibiya, une télévision comme le Magharibiya ou faire taire la radio M. Non, mais sincèrement, il faut me dire, écoutez, l'Algérie, quand même, on se dit, voilà, depuis on se compare à 92. Et quand même, il faut se ressaisir. Des petits pays africains nous dépassent en démocratie. Allez au Sénégal. Je vous cite pas de la Turquie et autres. Quand même, il y a une différence. Non, vraiment, il faut avoir le courage de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et ne pas faire des discours pour faire plaire à certains cercles. Voilà ce que je veux dire. Alors en novembre 2022, d'ailleurs, le ministre de la Justice lui-même, il avait reconnu l'époque. Il avait reconnu des prisonniers d'opinion. Le tribunal de Constantine, c'est tout récent, qui vient de condamner à 5 années de prison, 5 années de prison, contre quand même un intellectuel, un journaliste, Abdelkrim Zraïlch. Quand même. يعني إهانة يعني صراحة يعني quand je vois on est peiné يعني. Donc maintenant quelles sont les raisons mais quand même comme il vient de le citer votre invité en parlant de Cheikh Ali Belhaj qui a purgé ces 12 années qui jusqu'à présent qui n'avait pas le droit de sortir. C'était Yahya. Mais où est le Jazair al-Jadida? C'est la même chose. On applique les mêmes sanctions à Cheikh Ali Belhaj. Quand on voit des cadres du fils, ils sont à la grève de la faim pour avoir fait une missive, يعني. Quand même. خلي الشعب يتكلم، خلي الشعب حر يتنفس. Voilà ce que je pense, yani. Réellement, je n'ai rien contre le pouvoir en place, mais je dis, c'est un constat, et le constat, il est réellement amer. Très bien. Gamal Abina, le constat est amer, il faut avoir le courage de dire la vérité, c'est ce qu'il est en train de dire. Dr Mohamed Lamine Chibane vit en Algérie. Il constate, et beaucoup d'observateurs, beaucoup aussi d'ONG qui défendent les droits humains, ont sonné donc l'alarme, si on peut dire, par rapport à la situation des droits de l'homme en Algérie, des chefs de partis qui sont réprimés, qui sont poursuivis en justice, des ONG qui ont été dissoutes en Algérie, des partis qui sont menacés de dissolution, des militants politiques qui sont poursuivis en justice. Jusqu'à maintenant, on parle de 200 à 250 militants politiques qui sont en prison. Est-ce que cette situation n'est pas inquiétante pour vous, Gamal Abina? J'aime bien quand on compare ce qui est comparable. Pour commencer, je dis pas, j'ai pas un discours pour faire plaisir à qui que ce soit. Je travaille pour personne. Je travaille juste pour mon pays d'origine et je veux qu'il s'améliore. C'est tout. Les choses sont très claires. Plus ça ira, mieux ça ira pour moi. Et c'est ce que j'attends de l'Algérie, à qui j'ai tourné le dos en 90 parce que c'était catastrophique et je supportais plus de voir cette coulée littéralement du pays. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Effectivement, il y a des opposants qui peuvent être inquiétés. On le sait. Il y a des journalistes qui ont été inquiétés, dont un a été libéré, si me le rappeler. Mais on n'est pas dans la répression de pays arabes. Comparons les pays arabes, pas les pays africains. Si on parle de Maurice, ça reste une démocratie. Le Sénégal est une démocratie qui fonctionne très bien d'ailleurs, il faut le rappeler. Donc non, on ne peut pas se comparer à des pays qui ont soit une influence directe ou indirecte du monde anglo-saxon, ou soit simplement parce que le Ghana c'est le monde anglo-saxon, il faut être très clair. Un Ghana qui a été fabriqué par les anciens esclaves américains. Donc il faut revenir un peu à des choses sérieuses. On peut être critique, on peut dire ça n'est pas bien, ça ne marche pas, effectivement on peut être opposant, on peut se plaindre de ce qui se passe, mais encore une fois l'Algérie est à l'orée du bois. Il y a beaucoup d'États qui veulent lui faire des histoires, on le sait, l'ancienne puissance coloniale a beaucoup de mal, on va en parler tout à l'heure,
Donc je veux bien entendre tout un tas de choses, mais comparons l'Algérie aux pays arabes. Il y en a 22. Combien de pays arabes peuvent se targuer d'avoir un système judiciaire relativement équitable, un système dans lequel on n'exécute pas les gens, il faut le rappeler tout de même, hein, ça fait longtemps qu'on n'assassine plus les gens dans les rues, hein, on se rappelle les années 90. Comment peut-on dire que l'Algérie est pire que quoi? Pire que les pays arabes? Non, c'est pas le cas. Donc comparons aux pays arabes en classement et je pense qu'on serait très surpris. Moi, je veux que ça aille mieux et c'est pour ça que j'ai un discours qui va pas dans le sens de qui que ce soit. Mon discours est un discours qui veut que ça aille mieux. C'est pas compliqué. Je sais que c'est bien à chaque fois de s'autoflageller, mais moi, en tant qu'Algérien, j'en ai marre de voir les gens s'autocritiquer. Aujourd'hui, l'Algérie, on doit faire corps parce qu'il y a vraiment à l'extérieur des gens qui veulent absolument les déstabiliser. Et en vérité, il faut que ça s'améliore de l'intérieur, qu'on se renforce, qu'on fasse corps face à l'adversité. Parce que l'adversité, elle est visible. Je prends un exemple tout bête, hein. On a un commerce avec l'Europe, les lois européennes, soi-disant, elles s'appliquent, et bien qu'est-ce qu'on voit, quand on les entend parler d'ailleurs, une pâte à tartiner va être sanctionnée, interdite d'importation en Europe pour des faux motifs. Voilà ce qu'on fait à l'Algérie. C'est-à-dire quand l'Algérie commence à un petit peu développer de l'industrie, de l'agroalimentaire, et ben on la bloque. Et bien ça, c'est des choses qui disent quelque chose par rapport à cette fameuse relation franco-algérienne qui ne passe pas. Et il faut jamais perdre de vue qu'on peut parler d'état de droit du matin au soir, on peut tirer à U et à dire, on peut dire à chaque fois non, c'est catastrophique, je suis d'accord. Mais enfin, c'est catastrophique, ça ne va pas. Mais de là à parler de catastrophe, j'ai pas envie de parler d'autres pays arabes parce que franchement, on est très loin de l'état de droit aujourd'hui. Je pense que l'Algérie est très bien classée par rapport à cela. Très bien. On va revenir bien sûr sur la relation algéro-française, mais aussi sur la question donc diplomatique. Mais je vais revenir vers vous, donc, Dr Mohamed Lamine Chibane. Vous avez entendu donc le discours de Gamal Abina, mais aussi il y a une catégorie des Algériens qui disent que on est tout le temps dans la critique. Si on veut construire ce pays, donc notre pays, l'Algérie, il faut qu'il y ait un peu de sérieux, il faut qu'il y ait aussi un peu de discipline. Et c'est ce qu'il a déclaré. Al-Majid Tebboune, l'État لازم تولي الهبة تاعو، الدولة لازم ترجع الهبة تاعو. C'est ce qu'il a dit Dr Mohamed Lamine Chibane. الهبة تاع الدولة تجي من العدل، ما تجيش من العصا. OK? Seul un esprit éduqué peut comprendre une pensée différente de la sienne. Sans devoir justement l'accepter, Monsieur Aristote. Écoutez, on ne va pas polémiquer, mais enfin en Tunisie, ils sont dehors, ils sont dans la rue. Au Maroc, ils sont sortis pour manifester contre des génocidaires à Gaza. Je ne me compare pas au Maroc ni à la Tunisie, mais enfin. Mais oubliant les pays arabes, effectivement, il a raison, votre invité. On ne va pas se comparer avec le général tortionnaire, sanguinaire. Si. 100 000 prisonniers sont dans ces géoles, sans compter les exécutions sommaires. Mais une population qui n'a pas le droit de s'exprimer librement, pacifiquement, une population qui est ignorée, qui est méprisée, qui est étouffée. Alors, je dis encore une fois, une voyant, George Orwell disait, la liberté, c'est le droit de pouvoir dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Écoutez, on ne se compare pas avec les pays arabes. On a fait la révolution. On a eu des héros. On a eu l'Arbi Menhidi, Amirouche, commandant Mira, Abben, Silhouès. Donc, colonel Lotfi. Alors, non, on ne se compare pas du tout avec eux. Emir Abdelkader, Missali El-Hajj, Farhat Abbas Ben Khadda. Alhamdoulilah, on est fiers. Et donc, on doit être à la hauteur de ces chefs historiques. Heureux les martyrs qui n'ont rien vu. Pour cette indépendance confisquée, comme l'a si bien dit Farhat Abbas, Allah yarhamou. Quand on voit des députés mauritaniens qui convoquent l'ex-président Abdelaziz pour faire la lumière sur ces 2 mandats. Ça, c'est un pays arabe ou pas? Alors, voilà. Maintenant, il y a toujours les applaudisseurs. Et il y a toujours, comme le disait Malik Brounabi, le harkisme intellectuel. La galbe. C'est comme ça. La vie est faite ainsi. Très bien. Restez avec nous, Dr Mohamed Lamine Chibane. Gamal Abina, il y a une réalité qui est amère, est en train de dire Dr Mohamed Lamine Chibane, quand on revient aussi sur la question qu'a
soulevé, Dr Mohamed Lamine Chibane, des manifestations en solidarité avec ce qui se passe à Gaza. On ne peut pas sortir en Algérie, alors que au Maroc, par exemple, ou en Tunisie, juste pour parler donc des pays voisins, les populations peuvent sortir, peuvent s'exprimer donc en solidarité avec le peuple palestinien et Gaza, et en Algérie, on ne peut pas le faire. On peut pas le faire. Rappelons aussi la situation de notre chaîne de Al-Magharibia qui donne la parole à tous les Algériens, qu'ils soient opposants mais aussi qui soutiennent donc le pouvoir en place. Elle a été supprimée du satellite. Et bien sûr, il y a eu des pressions par rapport à cette question. Est-ce que cela ne vous interpelle pas, Gamal Abina, que les choses vont mal par rapport à la question des libertés en Algérie? Oui, il y a trois approches. Première chose, je remercie le docteur Chibane d'avoir cité Malek Bennabi. Il faudrait pousser la question de Bennabi, puisque sa spécialité, c'était de parler de la colonisabilité. Donc les esprits sont colonisables, effectivement, et ont accepté des principes qui n'étaient pas les leurs. Donc en Algérie, effectivement, on n'a pas fait, malheureusement, ce nettoyage intellectuel, à savoir qu'il faut se défausser, il faut sortir de cette logique post-coloniale où on admire un modèle occidental. Je ne suis pas favorable à ce modèle occidental. On peut réinventer un modèle, il n'y a aucun problème. Je parle en termes démocratiques, je parle en termes d'état de droit. On n'est pas obligé de faire un copier-coller. Et ça, c'est un problème. Ensuite, vous faites référence à la liberté de manifester. Effectivement, c'est compliqué en Algérie parce que on sait ce qui s'est passé à l'époque et qu'il y a un trauma qui reste commun à tous. Le harkisme intellectuel, alors ça, je n'aime pas trop le terme parce que j'ai l'impression d'avoir été un peu visé. Je ne suis pas un harki intellectuel, je suis quelqu'un qui essaie d'aborder les questions de façon sereine et surtout de façon objective. C'est-à-dire de comparer le passé à maintenant, c'est intéressant. De comparer l'Algérie à d'autres pays arabes qui sont calamiteux. On a parlé de Sisi, 100 000 opposants en prison, 10 000 morts pour qu'il arrive au pouvoir, une dictature noire, une élection de farceurs. Là, on est sur des réalités. Je parle même pas du Moyen-Orient, de toutes les monarchies orientales qui sont de vraies dictatures et qui sont appuyées par l'Occident. La question algérienne est une question très particulière parce que nous avons commencé le 5 octobre 88, une vraie révolution, pour le coup, qui était algérienne, d'ailleurs, même pas arabe, mais algérienne. Et j'ai envie de dire que le fait de dire qu'on ne manifeste pas, c'est à la suite de tous ces éléments-là. Il ne faut pas oublier. Parce que c'est un pays qui est sous tension, on le sait. Une tension politique, sur une pression internationale qui est réelle. Sa position courageuse sur la Palestine l'autorise à voir un peuple beaucoup plus serein. Je ne crois pas que le peuple algérien ait honte de ce que fait le gouvernement algérien. Ceux qui manifestent actuellement dans les capitales arabes sont les pays qui ont vendu la cause palestinienne. C'est la raison pour laquelle les peuples arabes, d'ailleurs, sortent dans les rues. Parce que là, ils ont des choses à reprocher à leurs dirigeants. En Algérie, manifester pourquoi? Il y a eu une grande manifestation qui avait été organisée, très planifiée, effectivement, avec des millions d'Algériens dans la rue. C'était post-Hirak, c'était la seule d'ailleurs. Mais il y a une réalité. L'Algérie n'a même pas besoin de demander au peuple s'ils sont d'accord avec la direction politique sur sa gestion palestinienne. Elle est irréprochable. Donc là-dessus, je pense qu'on n'a pas à avoir honte, pour le coup, du gouvernement. On doit vraiment dire chapeau. Ils ont tenu jusqu'au bout, jusqu'à telle enseigne que maintenant, il y a des poursuites qui sont engagées. Maintenant, l'Algérie, au Conseil de sécurité, fait porter sa voix et n'a jamais lâché la question palestinienne. Donc non, je ne pense pas que ce soit ça la question. La question qui se pose en sous-jacent, c'est pas la Palestine. C'est de savoir est-ce que oui ou non, les autorités algériennes sont en mesure, et je l'appelle de mes voeux, vous avez fait référence au fait qu'Al-Marabia ait été interdite de satellite. Je pense que c'est une erreur. On doit laisser parler les gens. Il faut laisser le contradicteur parler. Il faut apporter des discours, comme on l'a vu en 89-90, des débats contradictoires pour pouvoir faire en sorte que les choses s'améliorent. Parce que quand on l'entend qu'il y a une chose qui ne va pas et que l'adversaire l'entend, peut-être qu'il veut s'améliorer, peut-être qu'il va s'améliorer. Mais dans tous les cas de figure, les débats contradictoires font avancer effectivement la cause. Donc là-dessus, je vous rejoindrai. Mais je ne mets pas la question palestinienne en balance parce que l'Algérie, il n'y a même pas besoin de manifester. Qui va dire le gouvernement a une action honteuse? Non, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, sur la question effectivement de l'ouverture au débat démocratique, je pense qu'on est suffisamment mature aujourd'hui pour accepter le contradictoire et pour accepter qu'on ne soit pas d'accord sur certains aspects de la vie politique, sur la gestion nationale, simplement des affaires courantes, je ne sais pas, des municipalités ou autres, des wilayas. Donc tout ça, c'est des choses qui doivent être réfléchies et moi, je pousse vraiment dans cette direction. Et vous avez dit à l'instant une chose très juste. Marabia, ça fait quoi? Ça fait 10 ans que vous me donnez la parole. Alors, je ne suis pas un opposant, je ne suis pas un laudateur du pouvoir. J'étais dans le Hirak comme tout le monde, hein, donc là-dessus, il n'y a pas à avoir honte. Après, j'ai vu des changements, j'attends des changements. Et c'est ces changements qu'on doit attendre, tout en ne perdant pas de vue le fait que beaucoup à l'extérieur rêveraient de voir une Algérie instabilisée. Et ça, quand on voit ce qui se passe en Syrie aujourd'hui, par exemple, où les Harkis, et là on parle de vrais Harkis, pendant qu'on massacre les Palestiniens, vont attaquer Assad, il faut se poser les bonnes questions. Donc faites très attention à cela. Je pense que le harkisme intellectuel, c'est pas seulement des postures, c'est pas seulement le fait de dire oui ou non, c'est surtout le fait de trahir sa nation. Et ça, c'est une chose à laquelle je me refuse. Très bien. Restez avec nous, Gamal Abina.
On va entamer bien sûr le thème, notre deuxième thème de cette émission. Donc, Abdelmajid Tebboune a mis fin donc, en fonction de Mohamed Sharfi cette semaine, le chef de l'autorité nationale indépendante des élections, pour des raisons de santé, nous dit-on. On va débattre de ce thème juste après cette petite intro. Voilà, donc on va écouter Al-Majid Tebboune dans ce passage parler donc de l'ANI, l'autorité donc indépendante des élections en Algérie. On l'écoute. إذا كان الآلة ما كانتش يعني في مستوى المطلوب لازم مراجعة على كل حال. أنا ما المؤسسة في حد ذاتها الهيئة المستقلة راها مؤسسة دستورية وركيزة من ركائز الديمقراطية ونزاهة الانتخابات في الجزائر. في بعض الأحيان أشخاص ما يكونوش في مستوى المؤسسة ما يكونوش في مستوى المطلوب دستوريا. على كل حال التحريات مفتوحة. وهل نتائج التحريات ستعلن يعني بعد نهاية التحقيق؟ أكيد تعلن لأن الرأي العام مهتم بهذه التحريات. قلت لك في حالة ما نشوفوا أن الخلل في المؤسسة في حد ذاتها نصلحوا. إذا كان خلل في الأشخاص كذلك ربما نعاودوا نوضعوا الشخص في مكانه الحقيقي بالنسبة للمؤسسة. Voilà, donc Abdelmajid Tebboune a mis fin en fonction de Mohamed Sharfi, le président de l'ANI. Est-ce que c'était prévisible? Le communiqué dit que la raison qui a été avancée, donc une raison de santé, un communiqué donc de la présidence qui a été publié bien sûr dans le journal officiel. Je vais commencer cette question avec vous, Dr Mohamed Lamine Chiban. Qu'est-ce que vous en pensez donc de cette décision d'Abdelmajid Tebboune de mettre fin donc aux fonctions de Mohamed Sharfi? Bien sûr, on a vu ce qui s'est passé dans l'élection présidentielle dernière, dont le 7 septembre dernier. Est-ce que vous pensez que cette décision était prévisible? Est-ce que la raison de santé qui a été avancée est crédible? Dr Mohamed Lamine Chiban? Juste avant de vous répondre, je voudrais dire que, dans deux mots, que le borgne est roi dans les pays des aveugles. En se comparant avec les pays arabes, des dictatures. Et que l'Assad, le sanguinaire, l'Assad qui n'a pas encore libéré le Joulen, le Golan, il vient de bombarder Haleb, son propre peuple. Revenons à votre question, mon ami Sinasr. Il ne reste aucune crédibilité à cette autorité. On s'y attendait. Allah yashfih, monsieur Sharfi. Mais quand on a vu vraiment cette mascarade, cet écart considérable entre les chiffres qui sont annoncés par l'ANI, par monsieur Sharfi, et les chiffres de la Cour constitutionnelle, on s'y attendait. C'est lamentable quand on sait combien il touchait les dépenses du trésor public au moment où des médecins résidents font la grève à Batna, à l'hôpital de France-Fanon, à Constantine, à l'hôpital Zmerli à Alger. Pas un mot par ces médias soumis, serviles. Pas un mot sur cette élite. Donc, que pourrait-nous dire? C'est malheureux. Alors, cette année, il était temps qu'elle s'efface. Et puis, je vous dis une chose. Le problème, c'est pas dans les hommes. C'est dans le système. Nourdine Boukrouh, je le cite. Nourdine Boukrouh, qui a été quand même ministre du Commerce, qui est un grand journaliste, un intellectuel.
proche, un disciple de Malik Ben Nabi. Une fois, il a dit, astaghfirullah, لو يهبطوا الملائكة في البلاد تاعنا الجزائر يديروا يغلطوا. L'environnement est pourri. Donc la question n'est pas de ramener tel ou tel. Je ne remets pas en cause tous ces ministres qui ont été désignés, ces ambassadeurs, ces cadres. Ils doivent être excellents. Mais l'environnement, non, il n'est pas approprié. Et incompatible. Ce qui fait que même ces hommes, tu as beau ramener ce que tu veux. Allez, voilà ce que je veux dire, Sinasra. Gamal Abina, qu'est-ce que vous en pensez de cette question? Dr Mohamed Lamine dit que le problème n'est pas dans les hommes, mais dans le système. On a vu donc des élections qui ont été qualifiées de mascarade. Jamais dans l'histoire de notre pays, on a vu un candidat vainqueur fait appel donc à ces résultats, non seulement lui, Majid Tebboune, mais aussi les deux autres concurrents. Une vraie cacophonie en termes donc de chiffres. Votre réaction, Gamal Abina? Oui, je vais commencer déjà par une chose en réponse directement à ce qui a été dit. Je ne suis pas un fan de Assad, je dis juste que le calendrier d'action de son opposition, alors qu'on est en train de massacrer Gaza, il pose question. On se demande qui les soutient et qui les a amorcés. Donc ça, c'est une question qu'on peut se poser. Ça ne veut pas dire qu'Assad a raison. Effectivement, il n'a pas libéré le Joulan. C'est largement plus que critiquable parce qu'il ne tire pas une balle sur l'ennemi, mais par contre, il tire sur son peuple. Là-dessus, on est d'accord. Mais il n'en demeure pas moins que ceux qui ont repris les combats, c'est pas Assad pour le coup. Et que c'est très, très avantageux pour la partie sioniste. Ensuite, concernant la question des élections. Moi, j'ai envie de dire qu'effectivement, l'ANI n'a pas été très glorieuse dans ses calculs. Là, on a vu les résultats, l'histoire des 94%, où ils se sont pris les pieds dans le tapis, où ils ont dit n'importe quoi, où ça ne correspondait pas au corps électoral. Bref, les trois candidats, comme vous l'avez souligné, ont été tous les trois à se plaindre d'un mauvais résultat qui ne correspondait pas à une élection qui ressemblait à peu près à une démocratie. Donc, c'est vrai que ça a posé problème. Je pense qu'il était sur les starting blocks pour partir, tout simplement. Alors, peut-être qu'il est parti malade, peut-être qu'on a fait un truc à la soviète où on dit qu'il est malade pour ne pas le dégager, mais ce qui est certain, c'est que l'ANI a été en faillite à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils étaient là pour observer que le processus électoral se déroule bien, ce qui était pas mal comme idée, mais ça a été géré par des gens qui n'étaient pas très sérieux. Après, de parler d'un système, oui, un système, et tous les systèmes existent. Je veux dire, un pays est un mécanisme, c'est un corps social, un pays, et c'est un corps constitué de plusieurs systèmes qui interagissent entre eux. Donc oui, effectivement, le système est peut-être dysfonctionnant. Tout n'est pas dysfonctionnant. Il y a des fonctions qui fonctionnent très bien, d'autres beaucoup moins bien. Le problème de cette histoire, c'est que à la tête, il peut y avoir des gens de qualité. Ceux qui les secondent peuvent être de moins bonne qualité. Et puis, il y a aussi le rapport de se dire qu'on a placé quelqu'un qui n'est pas à sa place. Donc, de l'incompétence notoire, sans doute de l'opportunisme. On a vu avec, d'ailleurs, il faut le rappeler, parce que j'aime bien parler d'état de droit, c'est quand même la première fois dans l'histoire de l'humanité, je le rappelle, que 20 millions d'Algériens sortent dans la rue sans qu'il y ait de violence. Et surtout, je rappelle que c'est la première fois qu'on met des milliers de personnes en prison et des députés et des ministres en prison. Ça, c'est quand même pas rien. Je veux dire, dans le système de corruption organisée, combien ont pris pratiquement 100 ans de prison? C'est quelque chose qu'il faut rappeler. Alors, on peut critiquer, on peut dire c'est pas bien, améliorons et tout, il n'y a pas de problème là-dessus, mais il y a des réalités. Là, aujourd'hui, on a tapé un grand coup parce que le peuple algérien s'est mobilisé. Maintenant, est-ce que le Hirak est endormi ou est-ce qu'il s'est tué définitivement? Je ne le sais pas et ne prendrai jamais le risque de me prononcer à la place des gens, mais une chose est certaine, c'est qu'il y a eu un avant et après. Mais la question aussi de la transparence des élections en Algérie a été posée aussi, Gamal Abina, mais aussi la question, le rôle de l'ANI qui a soulevé plusieurs questions, et l'une d'elles, c'est cette lutte clanique qui est au sommet donc, du régime. Qu'est-ce que vous en pensez de cette question? C'est intéressant parce qu'on parlera après de Sansal qui effectivement nous a fait des caricatures sur l'Algérie. J'ai envie de dire simplement, c'est qu'effectivement la problématique principale, c'est qu'il aurait fallu peut-être faire en sorte qu'il y ait une organisation d'élection avec une véritable organisation indépendante. Là, l'organisation dépendait quelque part de l'État. Et on a tendance à vouloir avoir les observateurs internationaux. Je pense que l'Algérie n'en voulait pas pour des raisons simplement de prestige national et d'indépendance. Mais c'est vrai qu'avec des observateurs internationaux, on aurait eu des résultats qui auraient été visibles tout de suite.
ensuite et qui aurait été moins critiquable. Et surtout, ça donne une transparence. Maintenant, on n'en est pas encore là, ça va arriver. Déjà, de faire une commission indépendante, même si elle n'est pas tout à fait indépendante, c'est déjà un pas dans la bonne direction. À l'époque, on faisait des élections avec des monsieur 95%, où le résultat était aussi ridicule que le nombre de personnes qui allaient voter. Là, ça s'est un petit peu mobilisé. Moi, je peux vous dire, à titre personnel, que j'étais à l'ambassade, au consulat d'Algérie à Paris, et que j'ai vu les élections se faire. Alors, j'ai vu un afflux continu de personnes. Ça a duré une semaine, et les gens se prononçaient. Et puis, j'ai vu des opposants qui étaient de l'autre côté de la rue, qui étaient très peu nombreux, parce qu'il y a aujourd'hui, et c'est une réalité, pour beaucoup d'Algériens, surtout la diaspora d'ailleurs, l'espoir d'un changement. Est-ce que cet espoir est ressenti de la même façon de l'autre côté de la frontière? Je ne le sais pas, et je ne vais pas le dire parce que je n'ai pas vécu assez longtemps là-bas, mais une chose est certaine, c'est qu'il y a un espoir qui est palpable. Il faut espérer effectivement qu'il y ait des changements qui se poursuivent de façon raisonnée, mais je pense que la question que vous posez, c'est est-ce qu'il aurait mieux valu une vraie commission indépendante, mais indépendante internationale? Pourquoi pas? Oui, c'est une question qui peut se poser. Maintenant, est-ce que les gens sont prêts à le faire? C'est autre chose. Très bien. Si vous voulez rebondir, Dr Mohamed Lamine Chibane, très rapidement, comme ça on va entamer donc, le troisième sujet de notre émission. Dr Mohamed Lamine Chibane. Non, aucun commentaire. Je respecte le point de vue de notre invité. Très bien. Donc on va aller droit dans le vif du sujet, le troisième sujet, l'affaire Boualem Sansal, donc qui continue de susciter des réactions en France et en Europe, mais aussi qui intervient dans un contexte diplomatique tendu entre Alger et Paris. On va débattre de cette question juste après cette petite intro. Voilà, donc cette question de Boualem Sansal ou l'affaire Boualem Sansal, on a été rejoint, très content de l'avoir, Chérif Lounès, universitaire et consultant. Il est avec nous depuis Aix-en-Provence, par téléphone. Chérif Lounès, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir et merci aussi de m'avoir invité à ce débat un petit peu sensible. Absolument, un petit peu sensible, mais aussi dans un contexte très tendu. On parle bien sûr de la relation entre Alger et Paris. L'arrestation de Boualem Sansal le 16 novembre dernier à Alger a suscité bien sûr des réactions à l'international, mais surtout en France et en Europe. On va écouter dans ce passage donc, quelques réactions par rapport à cette relation entre Alger et Paris, mais aussi les répercussions de cette arrestation de Boualem Sansal. L'Algérie, c'est un pays structurant pour la France. À la fois sur le plan mémoriel, sur le plan politique, sur le plan géopolitique. C'est une armée très puissante dans la région, c'est un stabilisateur très important dans la région. Et donc potentiellement un déstabilisateur. Et potentiellement un déstabilisateur. Et je crois que Emmanuel Macron a sincèrement essayé de faire des gestes, de construire une nouvelle relation avec l'Algérie, avec des discours et des actes qui ont été courageux. Simplement, il s'est heurté, pour ne pas dire fracassé, à un mur, qui est un pouvoir algérien aujourd'hui qui est aux abois, qui vit beaucoup de la rente mémorielle et donc de l'hostilité entretenue vis-à-vis de la France, et avec lesquels il est très difficile de travailler, de construire une relation constructive. Mais idéalement, ce que j'aimerais pour l'avenir, c'est qu'on sorte de cette tenaille. Si tu t'entends bien avec le Maroc, tu dois être fâché avec l'Algérie et vice-versa. Moi, je crois qu'il faut que la France, elle parle à égalité au Maroc et à l'Algérie et qu'elle construise avec ces deux grands pays, car ce sont deux grands pays, ce sont deux grands pays. Voilà, mais on va écouter aussi donc le ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, donc, qui a parlé de ces accords entre Alger et Paris concernant donc l'émigration. On l'écoute. Je ne peux pas en dire beaucoup plus, puisque je suis filmé. Mais chacun sait, la dernière affaire, c'est l'affaire de Boualem Sansal. Mais les relations sont bien sûr extrêmement tendues. Elles l'ont toujours été, même si la France a fait beaucoup d'efforts pour se rapprocher de l'Algérie.
On ne peut pas reprocher au président Macron de ne pas en avoir fait. Il en a fait beaucoup. Mais le régime algérien a toujours considéré que, et quand on voit d'ailleurs les dernières mesures qui ont été prises pour défranciser d'ailleurs au niveau de l'école, la jeunesse et beaucoup d'autres mesures très très agressives, on voit bien que bien avant la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, un processus s'est engagé, très agressif. Bien. J'en dirai pas plus puisque ça va au-delà. Et comme ministre de l'Intérieur, j'ai à connaître un certain nombre d'éléments, d'événements qui me laissent à penser qu'on ne peut pas tout s'autoriser. Une puissance étrangère ne peut pas tout s'autoriser en matière de violation de notre souveraineté. Donc, les relations étant ce qu'elles sont, évidemment, à titre personnel, je serais favorable, bien sûr, à cette dénonciation. Je pense que c'est un droit qui est exorbitant et que plus rien ne justifie ce droit-là. Et ces dérogations, rien. Je le pense vraiment. L'Algérie vole de ses propres ailes depuis des années, et c'est tant mieux. Voilà, donc le ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, mais aussi des réactions du Parlement européen, donc des députés européens qui ont appelé à utiliser les leviers dont dispose l'Europe, notamment l'aide au développement. Chérif Lounès, je sais que vous suivez donc cette affaire de très près. Qu'est-ce que vous en pensez? Personnellement, cette affaire de Boulogne sans salle qui arrive après l'affaire Kabel Baroud. Donc on a là l'affaire de 2 écrivains qui sont donc dans l'actualité et dans une polémique, aussi bien pour le premier que pour le deuxième. Mais je voudrais faire une petite parenthèse pour dire que les Franco-Algériens ou les Algériens en France, depuis des décennies, même avant l'indépendance, ont toujours donné la bonne image. Et en France, on se rappelle qu'en 1918, la Première Guerre mondiale, des centaines de milliers de soldats musulmans d'Arabie d'Afrique, avec une grande majorité algérienne, ont combattu à peu près 500 000. On a pris une guerre mondiale, donc ils ont donné la bonne image à la France. Chérif Lounès, désolé de vous interrompre, juste on a des petits soucis donc, de connexion. On vous entend, mais à peine, il y a des, donc ça se coupe un peu. On va essayer de rétablir ça avec vous très rapidement, avec nos amis de la régie. Restez avec nous. On va essayer de vous rappeler pour rétablir la ligne et espérons vous entendre dans de bonnes conditions. Docteur Mohamed Lamine Chibane, la même question est à vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien. Alors d'abord, son arrestation est quelque part inacceptable. Un vieil homme de 75 ans, à la limite, lui retirer le passeport, bien qu'il a 2 passeports, il est franco-algérien, et lui interdire de sortir. Mais quand même, c'est ce qui a permis justement à ces médias si prompts à dénoncer tout ce qui se passe en Algérie. La force d'un État, elle se mesure dans son opposition, son pluralisme syndical et la liberté de ses médias. Nos médias, ils ont mis 6 jours pour parler. La PS, 6 jours pour parler de l'arrestation de Sansal. Alors quand on entend le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, c'est ça, il dit Bruno Retailleau. Les services, il dit les services de l'État sont pleinement mobilisés pour suivre la situation de Boualem Sansal ou la Boualem Sansel, comment ils le disent, d'accéder à sa protection immédiate. Et alors, et les 172 journalistes décédés, exécutés par les démentionnistes, on n'en parle pas. Ah. Et pour un écrivain, d'ailleurs, cet écrivain, quand on voit ces déclarations, subhanallah, moi je soutiens fermement la décision prise par les autorités algériennes. Un Algérien, un renégat pour moi. Vous soutenez, Dr Mohamed Lamine Chibane, vous soutenez donc son arrestation? Ah oui, absolument.
Mais qu'est-ce qu'on lui reproche dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Mais aussi, il n'y a pas une loi qui est très claire par rapport donc à ces déclarations. C'est des déclarations c'est un avis, si on peut dire, politique. Peut-être qu'il n'y a pas de l'avis de tous les Algériens, que peut-être les Algériens condamnent même donc cette approche de notre histoire, de l'intégrité nationale. Mais est-ce qu'il a le droit de dire ça? Mais aussi, est-ce que c'est normal de le jeter en prison comme ça, juste parce qu'il a fait des déclarations? Quand je vois ce qu'il a dit, une personne qui nie la nation algérienne, qui nie une partie du territoire algérien, c'est des propos irresponsables pour un ex-cadre justement de l'industrie. Quand on voit vraiment ce monsieur, quand il... Docteur Mohamed Lamine Chibane? Ah, on l'a perdu. On a perdu Docteur Mohamed Lamine Chibane. Je pense qu'on a de retour Chérif Lounès. Chérif Lounès, est-ce que vous m'entendez? Oui, là je vous entends. Et vous, est-ce que ça va? Très très bien. La ligne est parfaite, donc on vous entend très très bien. Désolé. Donc je vous laisse répondre. Vous avez commencé à répondre par rapport à cette question, par rapport à cette affaire de Boualem Sansal, qui a commencé à prendre des répercussions, si on peut dire, diplomatiques, puisque le Parlement européen aussi a donné son avis par rapport donc à cette affaire de Boualem Sansal. Qu'est-ce que vous en pensez, Chérif Lounès? Oui, parce qu'ici en Europe et en France en général, on n'aime pas quand un écrivain est emprisonné. Alors ici, effectivement, il est présenté comme écrivain. On est en train de découvrir que c'était un haut fonctionnaire de l'État algérien, du pouvoir déjà au départ du Parti unique, ensuite du pouvoir algérien. Et on ignorait qu'il avait des privilèges en tant que cadre de l'Algérie. Certainement aussi, je pense que quand il était dans cette fonction, il y avait des opposants qui étaient en prison en Algérie. Apparemment, il ne s'est pas beaucoup manifesté. Mais ici en France et en Europe, on n'aime pas trop quand quelqu'un est un écrivain et non un politique. Et moi, je parle pas non plus je rentre pas dans les enjeux politiques, les manœuvres diplomatiques, etc. Ces prises de position entre l'Algérie et le Maroc, qui sont incompréhensibles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la communauté musulmane en France, de nouveau, elle est ciblée. Elle est ciblée par d'abord Sansal lui-même. Avant lui, c'est surtout Kamel Daoud. Vous savez, c'est celui qui vient d'obtenir le prix Goncourt 2024 avec Ouri, dont on a appris que peut-être ça serait du plagiat ou quelque chose comme ça, bien que Gallimard dit que c'est une fiction. Mais Kamel Daoud, qui a été connu parce qu'il a critiqué Albert Camus concernant le roman du prix Nobel de littérature L'étranger, où il reprochait à Albert Camus de mépriser un peu les Arabes en Algérie, dans son roman de ne pas nommer les Algériens, de ne pas leur donner de prénom, etc. Mais Kamel Daoud va finir quand même à venir sur les pas d'Albert Camus en France et même de devenir français. Donc il a eu un retournement. Et ce que dans la communauté on ne comprend pas, algérienne ou musulmane, c'est ces critiques contre l'islam. Et donc c'est ce que va faire aussi Boualem Sansal. Ils ont cette obsession de critiquer les musulmans et l'islam. Et surtout, ils se réfèrent aux années 90 en Algérie. Et ils vont jusqu'à dire que l'islam pourrait être conquérant de la France. C'est quand même des termes assez graves. Et c'est ce qu'on a compris aussi, c'est que c'est pas de grands écrivains. Boualem Sansal, il a eu aussi un prix du roman de l'Académie française pour un livre qui s'appelle 2084. Et il a fait que reprendre le livre de George Orwell, 1984, qui est très connu. Sauf qu'il a arabisé. C'est-à-dire qu'au lieu de... Mais Chérif Lounès, la question qui est importante aussi à poser par rapport à l'affaire Boualem Sansal. Donc, est-ce que tout ce que vous avez dit justifie aussi, de l'autre côté, donc cette arrestation et cette condamnation de Boualem Sansal?
Je crois que ce n'est pas le motif de son arrestation. Le motif de son arrestation, c'est d'avoir atteint la sécurité de l'Algérie, notamment sur ses frontières. Ici, en France, le problème, c'est qu'il y a la liberté d'expression. La seule chose qu'on peut regretter, c'est qu'il n'y ait pas de contradicteur. C'est-à-dire qu'il passe dans des médias connus pour être d'extrême droite. Sonsal, on dit qu'il est ami avec Zemmour. Zemmour, il a quand même été condamné pour incitation à la haine raciale et à la haine religieuse. Et certains médias d'extrême droite ont été condamnés pour racisme, pour islamophobie. Et donc, il est proche de ces idées-là. Et on n'arrive pas à comprendre, parce que quand on est écrivain, que ce soit Sonsal ou Daoud, en principe, on est dans la littérature. On écrit des commentaires sur la littérature, sur les livres, etc. Alors que toutes leurs interventions et leurs écrits, je parle public, c'est contre l'islam et contre les musulmans. Ils s'attaquent en plus à la seule religion de l'islam. Ils n'oseraient jamais critiquer le christianisme ou le judaïsme, alors que dans le christianisme, il y a beaucoup de choses qui sont contestables. Quand par exemple Jésus dit dans l'évangile, je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée. Ou alors mais sur la liberté d'expression, Sonsal, donc il a la double nationalité, il est algérien mais aussi français. Et apparemment, donc récemment, on est en train récemment. Il est français récemment. Mais il est français, récemment ou pas, il a la nationalité française, Chérif Lounès. Et la question se pose bien sûr parce que il y a eu donc une crise, si on peut dire diplomatique, entre l'Algérie et la France. Est-ce que l'Algérie est en train de s'isoler diplomatiquement par ce comportement agressif, entre guillemets, si on peut dire? On peut condamner Sonsal, on peut ne pas d'accord avec Boualem Sonsal ou Kamel Daoud dans leurs écrits, dans leurs déclarations, mais est-ce qu'on doit les jeter en prison? C'est cette question qui a été posée en France. Et on a vu même le Parlement européen réagir, les députés du Parlement européen qui ont parlé à utiliser les leviers dont dispose l'Europe, notamment l'aide au développement. Chérif Lounès. Oui, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Europe et la France, pour eux, ce sont des écrivains. Et un écrivain, il ne se jette pas en prison. Il peut être traduit en justice, on a des choses à lui reprocher, mais sans qu'il soit incarcéré. Il est convoqué, il bénéficie du droit de la défense, etc. Et moi, ce que la communauté musulmane en général reproche à ces deux écrivains, c'est surtout leurs attaques contre l'islam et les musulmans, et ils mettent en danger les musulmans en France, puisqu'ils disent que ce sont peut-être des radicalisés, qu'il n'y a pas d'islam un islam modéré. Pour eux, c'est tous des extrémistes. Et ça, c'est quand même grave de la part de ces deux personnes qui, en principe, par leur statut d'écrivain, qui est contesté par certains, et on aurait aimé qu'ils soient un pont entre les cultures, qu'ils soient pour le dialogue des religions, qui ont des points communs, même s'il y a quelques divergences. Et aussi qu'il y a cette liaison historique entre la France et l'Algérie. Il ne faut pas envenimer. Au contraire, il faut apaiser. C'est ce que tente de faire, d'ailleurs, Yasmina Khadra. Mais ceux qui enveniment aussi Lounès Chérif, mais aussi cette politique agressive, même on a entendu donc ces déclarations de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur français, qui a parlé donc de cette politique agressive étrangère de notre pays, de l'Algérie, de ce système qui gouverne notre pays. Est-ce que vous pensez aussi cette gouvernance agressive crée encore plus de problèmes par rapport à notre pays? Et là, je parle bien sûr du volet diplomatique, des relations internationales. Ah bah ça oui, parce que l'absence de démocratie et de liberté en Algérie, elle est connue. On a vu avec ce mouvement du Hirak qui a créé la sympathie dans le monde entier. Parce que c'était des jeunes, souvent des étudiants, qui étaient disciplinés, qui réclamaient la liberté et de pouvoir aussi gérer eux leur génération, l'État algérien. Et donc, c'est vrai que l'Algérie est en position de faiblesse sur le plan des droits de l'homme. D'ailleurs, je crois que jusqu'à présent, l'Algérie refuse toujours
que le commissaire des droits de l'homme de l'ONU vienne en Algérie enquêter. Et donc c'est vrai que l'État algérien n'est pas un exemple de démocratie, et d'autres personnalités algériennes, que ce soit des opposants politiques, des écrivains, des journalistes, sont emprisonnés, ou ont été emprisonnés. Et là, on n'a pas vu beaucoup de réactions en France. Donc c'est vrai que peut-être cette fois-ci, ils utilisent l'affaire Sansal pour pouvoir critiquer encore plus le système algérien, qui est le même depuis des décennies, et il est affaibli parce qu'il n'a pas le soutien populaire. En France, on sait très bien que les dernières élections législatives en Algérie, c'est peut-être 20% des Algériens qui ont voté. Donc tout ça, ça renforce pas le régime. Maintenant, je pense que l'Algérie a assez de diplomates. C'est un État indépendant. Il va aussi faire sa propre défense. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout que ces deux écrivains puissent être appelés à la raison et qu'ils arrêtent, qu'ils cessent d'attaquer une religion qui est l'islam, que beaucoup admirent, que ce soit Voltaire, que ce soit Goethe, que ce soit Renan, Victor Hugo. On a des grands hommes ici, Lamartine, Nietzsche. Nietzsche, quand il fait sa thèse en Allemagne, il commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc ça veut dire que c'est une religion de tolérance, d'ouverture, qu'elle a beaucoup de points communs parce que c'est la même révélation, puisque les musulmans croient aussi bien aux livres révélés avant eux, et puis ceux qui ont été révélés aux prophètes. Donc on est quand même en principe dans un dialogue et dans une proximité religieuse. Alors que ces deux écrivains font tout pour opposer les musulmans aux autres croyances, et ça crée quand même un mal-être ici en France, et ils en sont responsables. Très très bien, restez avec nous. On va donner la parole à Gamal Abina, bien sûr, mais avant, on va écouter donc cette petite vidéo, mais aussi la question a été soulevée dans les médias français par rapport donc à la situation que vit notre pays, mais aussi la question des prisonniers politiques. On regarde la vidéo. Écroué, on l'a appris hier, après son audition par le parquet antiterroriste, il fait appel. Est-ce que vous réitérez, peut-être de manière plus directe, la demande de libération aux autorités algériennes ? De manière plus directe. Je l'ai dit mardi, je l'ai redit encore hier. Évidemment, personne, encore moins un écrivain peut-être, ne doit être en prison et écroué du fait d'un délit d'opinion. Donc oui, je demande sa libération immédiate. Qu'est-ce que ça révèle selon vous du régime algérien ? Beaucoup de choses. Ça montre que il y a en Algérie, et d'ailleurs ce n'est pas moi qui vais dire le contraire, puisque je rappelle que j'avais été soutenir le peuple irakien au moment du Irak et dénoncer les prisonniers de délits d'opinion qui sont du fait des manifestations qui étaient en prison. Donc voilà ce que ça... Une dérive ? Oui, mais bien sûr. Mais vous savez que nous aussi, nous avons des prisonniers politiques, je le dis juste. Pardon ? Nous avons nous aussi des prisonniers politiques. Vous faites un parallèle entre le régime algérien et... Non, je dis juste que, que chaque pays doit regarder et balayer devant sa porte. Mais elle est écrouée. Voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez, Gamal Abina, de cette affaire, l'affaire de Boualem Sansal, mais aussi qui expose notre pays à l'échelle internationale, diplomatique, et aggrave encore la situation et la relation entre Alger et Paris? Je crois que c'est un rendez-vous à ne pas rater. De l'histoire. Pas un rendez-vous entre le président Macron et le président algérien, non. Pardon, vous dites un rendez-vous de l'histoire. De l'histoire. Et pourquoi? وصلنا لمرحلة النضج باش نشوف الأمور كما يجب أن تكون. كما يجب أن نراها. مش عاطفيا ولا. Désolé, Jamel, on a fait passer donc cette vidéo. J'espère que vous avez entendu ma question. Non, j'ai pas entendu, mais j'ai entendu votre question, je l'ai entendu. Donc on va commencer par le début, on va expurger toutes ces racailles d'extrême droite qui soutiennent Sansal. Je rappelle qu'il y a Zemmour, c'est confirmé, il n'y a pas d'erreur, il l'a dit même dans un tweet, qu'il y a toute la vermine d'extrême droite de Le Pen à Zemmour en passant par tous les radicaux des anciens de l'Algérie française. Alors j'ai entendu que l'Algérie surfe sur une rente mémorielle. On va être très clair. S'ils ne voulaient pas que l'Algérie surfe sur cette rente mémorielle, ils demanderaient pardon, il n'y aurait plus de rente. Mais ils ne le font pas.
C'est pas l'Algérie le problème, c'est la France qui refuse de reconnaître ses crimes et qui refuse de demander pardon. La rente n'existe que parce que la France la veut. Ensuite, on entend tout un tas de bêtises. Alors sans ça, je l'ai entendu dans ses vidéos écœurantes. Il était dans un média à l'extrême droite, Frontières, donc les choses sont très claires, hein, Frontières pour le blocage aux frontières, et il disait des choses très sales. Il faut rappeler qui il est. Il a attaqué, ça a été dit à l'instant, l'islam de façon violente. Il a dit qu'il faudrait détruire toutes les mosquées de France. C'est ça, Sansal. Sansal, c'est plutôt sale comme discours d'ailleurs. A dit, il faut le rappeler aussi, soutenu par l'extrême droite, je le rappelle à nouveau, même si tout le reste se met derrière, parce que maintenant le là de la politique française se fait par l'extrême droite. C'est intéressant. On parle de QTF, on parle des accords de 68, on parle d'accords internationaux qui ne sont pas renégociables si l'État de l'autre côté les refuse. Eh bien, il dit quoi? Il dit simplement que l'Algérie, alors je reprends ces termes exacts, hein, l'Algérie est un pays qui n'existait pas évidemment, comme le dit très bien Zemmour, donc des gens complètement ignorants, et comme Sansal est un ignorant qui n'a pas fait d'études en histoire, ça s'entend, ça se voit, il va expliquer que l'Algérie n'existait pas, que la partie ouest algérienne appartient aux Marocains et que la partie est appartient aux Tunisiens. On adore refaire les cartes et on va aller jusqu'au bout du sujet. Donc d'expliquer qu'une grande nation comme le Maroc, qui considère comme un empire millénaire, ne pouvait pas être conquis. Là, encore une fois, on voit que c'est un parfait ignorant de l'histoire, parce que le Maroc a été conquis par l'Espagne, d'abord par le Portugal, l'Espagne, la France et l'Angleterre, mais ça, il est oublié. Hein. Donc le Maroc, la portion congrue qui resterait de cet empire, qui le vante tant, a été conquis jusqu'à aujourd'hui, c'est Ceuta et Melilla, et toutes les îles marocaines sont contrôlées par les Espagnols, ce que je regrette, je le rappelle. Eh bien, il prétend que ce pays ne pouvait pas être conquis parce que c'est une grande nation. Ok, très bien. Donc la nation algérienne, qu'il a oublié, hein, je ne parle pas de la Numidie, mais bon, c'est quand même une nation qui existe depuis très longtemps, qui appartenait au monde arabo-musulman. Cette nation algérienne, dès que les Français rentrent à Seyférouge en 1830, se lève immédiatement où, dans l'Est algérien, qui n'est pas contrôlé par le Maroc, donc la frontière existait déjà, l'émir Abdelkader, qui vient de Mascara. Il oublie aussi que la plupart des grands dirigeants algériens viennent de l'ouest algérien et se battent aux frontières. Et il oublie que la frontière existe depuis toujours. Donc ça, c'est très amusant de refaire l'histoire. Je vais aller jusqu'au bout, c'est important. Du côté tunisien, je vais vous poser la question. Je vais vous rendre la parole. Est-ce que tout ce que vous avez dit, Gamal Abina, justifie son emprisonnement, justifie sa condamnation? Eh bien oui, non pas sa condamnation, il n'est pas condamné, il faut être un petit peu sérieux, il vient d'être interpellé parce qu'il a tenu des propos à l'extrême droite française qui dit que l'Algérie n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui, qu'on peut très bien envisager la partition du territoire. Quand on dit que ça appartient à l'Est et à l'Ouest, ça veut dire que l'Algérie n'existe pas. Ça, c'est quelque chose qui s'appelle une trahison. Ça veut dire qu'on met en danger un pays en revenant sur l'intangibilité des frontières, chère évidemment à l'ONU et chère au droit international. Mais surtout, et c'est important de le dire, il le dit à qui? Au racaille d'extrême droite. J'utilise le terme à dessein. Sansal, qu'on prétend être un écrivain, bon, c'est une plaisanterie, je veux dire, 2084, un vieux pastiche qui imite difficilement 1984 avec un prix qu'on peut discuter. Cet homme qui vient de nulle part et qui était un haut fonctionnaire de l'État, on l'a oublié. Cet homme qui crache sur son pays, parce qu'en France, on aime bien la promotion par le crachat. Vous remarquerez qu'à chaque fois qu'il faut monter les gens, c'est toujours des gens qui ne sont pas très intelligents, qui sont très anti-algériens, anti-arabes, anti-musulmans, et qui satisfont effectivement la doxa de certains d'extrême droite. Eh bien, moi, je dis simplement, c'est que sa place n'est pas en prison, elle est d'abord devant un jugement pour qu'il réponde des faits qui lui sont reprochés. Et on va faire un parallèle. On dit qu'on n'aime pas les écrivains en prison. Bizarrement, il y a un type qui a été mis en prison récemment qui s'appelle Tariq Ramadan. Mettons Ramadan de côté, puisque les motivations peuvent être à la limite légitimes. Un autre écrivain avait été mis en prison, Céline, après la Seconde Guerre mondiale, il était jeté en prison. C'était bien un écrivain, mais il a commis des fautes graves. Et si des hommes en France avaient dit que l'Alsace et la Lorraine, donc Moselle d'aujourd'hui, appartenaient à l'Allemagne, ils auraient été jetés en prison parce qu'ils remettaient en cause l'intégrité de la nation. L'Algérie a payé le prix du sang pour libérer ses territoires, et cet homme qui vient de nulle part vient expliquer aux Algériens, votre pays n'existe pas. Finalement, il appartient à l'Est et à l'Ouest, pas à l'Algérie. Eh bien, je comprends l'énervement. Ça fait des années quand même qu'il provoque, des années qu'il insulte, des années qu'il se prend pour ce qu'il n'est pas. Et aujourd'hui, il est nécessaire de rappeler cet homme qu'il y a des lois contre cela. Et le rapport de dire que d'autres viennent dire à l'Algérie souveraine, non, on n'accepte pas que l'Algérie interroge cet homme et le juge pour ce qu'il a fait, s'il a fait quelque chose, eh bien, c'est intolérable. Parce que ces mêmes personnes ont jeté en prison récemment le fondateur de Telegram, un Russe, qui est franco-russe d'ailleurs, et ils sont en train de défendre un Algérien qui n'est pas français, il est naturalisé de façon très opportune, uniquement pour essayer de créer des tensions. L'Algérie n'a pas à se justifier sur ses politiques intérieures, n'a pas à se justifier sur son droit, et le droit doit passer quoi qu'il arrive. Maintenant, c'est un droit qui doit être égal pour tous. Cette politique intérieure l'expose aussi à l'international, Gamal Abina. On ne peut pas dissocier de ce qui se passe à l'intérieur par rapport à la situation internationale, puisque l'Algérie a des crises diplomatiques avec plusieurs pays, et bien sûr, la situation interne, elle est très inquiétante quand on parle des droits de l'homme, quand on parle des libertés, quand on parle de la transparence des
des élections. Et souvent, le régime, il parle donc de l'épouvantail, si on peut dire, des risques sécuritaires et tout ça. Mais et de l'unité nationale, le régime est en train de faire le contraire à l'intérieur. Vous savez, quand on voit la façon dont les Français, je parlais de la classe politique française, a été... C'est bien d'ailleurs que Panot ait quand même modéré son propos en disant qu'en France, il y a des prisonniers politiques. On ne va pas parler de Georges Ibrahim Nadal à 40 ans de prison alors que c'est parfaitement interdit, illégal. Mais bon, quand on voit la façon dont ils sont tous sautés sur l'Algérie, il faut se poser la question de savoir que sont ces hommes politiques. Je ne parle pas du peuple de France, je mets ça de côté. Mais c'est quoi cette haine anti-algérienne? Je veux dire, Morjane un jour, Sansal le lendemain, Daoud un autre jour, ça va 5 minutes. Daoud, il a craché sur l'Algérie. Je dis bien la promotion par le crachat, en disant que le peuple algérien, les hommes, donc en l'occurrence, était, parce qu'il y a eu l'affaire de Cologne qui a été démontrée, déconstruite, la police a dit que c'était des mensonges, eh bien monsieur a écrit un article au Point, comme par hasard, un journal de droite, pour dire quoi? Les Algériens sont des frustrés, c'est pour ça que c'est des violeurs. Ça va 5 minutes. C'est ça les intellectuels, c'est pas un intellectuel. Ça s'appelle des gens qui mettent le feu à la maison et qui crachent sur la population parce qu'ils se croient meilleurs que d'autres. Ce sont pas des intellectuels, ce sont des agents d'extrême droite qui se comportent très mal et qui ne méritent aucun égard. Et d'ailleurs, quel Algérien les soutient? Il n'y en a pas. Même un homme comme Benjamin Stora a expliqué que cet ignorant de Sansal était en train de dégrader l'image de l'Algérie en disant que c'est un petit État. Mais pour qui se prend cet homme, cet avorton? Eh bien, il va devoir expliquer ça à la justice. Et moi, je pense que l'État de droit doit être respecté. Vous avez raison. Mais là, en l'occurrence, il a quand même été... Ça ne s'est pas arrêté. Il a été en Israël pour aller sur le mur de lamentation. Mais il se prend pour qui, ce monsieur? Ça va 5 minutes. Et ceux qui le soutiennent se prennent pour qui? Ils ont des soins à donner? Quand qui libère le fondateur de Telegram, pourquoi est-ce qu'on joue ces cartes-là? Je veux dire, les États ont des lois, ils sont intègres chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Cet homme est algérien, on lui a donné une nationalité comme ça en décoration, on l'a naturalisé pour essayer de lui donner une sorte de bouclier de droit, mais il n'y a pas de bouclier de droit. Le fondateur de Telegram était survus, français, il est en prison aujourd'hui. J'aimerais savoir pourquoi il est en prison, on ne le sait pas. Donc ça va 5 minutes de toujours essayer d'expliquer ça. Ensuite, l'Algérie n'est pas en danger parce que la France n'est pas contente, hein. Faut un peu ne pas délirer. La relation avec l'Espagne s'est améliorée. L'Italie, ça se passe très bien. Il y a plein de pays avec lesquels ça se passe bien. C'est les pays concurrents qui ont du mal avec l'Algérie. Et on sait quels sont ces pays. Restez avec nous, Gamal Abina. Excusez-moi, je ne pourrais pas rester malheureusement. Parce que là, j'ai l'impératif. J'aurais aimé rester avec vous. On a fini l'émission. Je vous remercie. Donc, je donne la parole pour terminer donc, à notre ami Dr Mohamed Lamine Chibane et je termine avec Chérif Lounès. Dr Mohamed Lamine Chibane, qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, parce qu'il y a des répercussions. C'est aussi notre diplomatie qui est visée, cette politique qui n'a pas de vision du monde, si on peut dire, mais qui isole aussi l'Algérie à l'international. Peut-être isolement, effectivement, mais Anna Karama quand même. Je vous ai cité tout à l'heure nos chefs historiques. Je suis tout à fait d'accord avec vos deux invités. Je vous rappelle qu'il est français depuis 6 mois. Écoutez, un drôle de torrent pour un si petit tétard. Pour moi, c'est un traître, même s'il porte un grade d'écrivain. Et là, je m'adresse à l'Europe. La France doit savoir que l'Afrique, l'Algérie, n'est plus d'aujourd'hui, elle n'est plus l'Afrique des années 70-90. Alors certains croient que, et je reviens à ce que disait votre invité, il disait, certains croient que pour décrocher la nationalité française ou pour quelques œuvres littéraires, pour avoir des prix, c'est bien de critiquer l'islam. Je vous cite là, j'ai ce courage de vous le dire. L'imam Chouroumi, Dilem, Sansal, Kamel Daoud, je ne sais pas comment il l'appelle. Notre consoeur qui est parti via la Tunisie, qui a causé d'ailleurs le refroidissement des relations diplomatiques, sans la citer. Le dénominateur commun, c'est contre l'islam. Alors, sa situation, ils disent, les autorités françaises, ils disent, situation qui est suivie par beaucoup d'attention. Allah. Quand notre joueur international, Youssef Attal, pour un simple tweet, il a soutenu à Gaza, vous savez ce qui s'en est sorti de M. Youssef Attal. Alors, je reviens à ce que disait votre invité. Il est parti au mur de lamentation. Qui m'a Dilem, qui m'a Farhat Mhenni, qui m'a. Voilà. Donc, donc, c'est un vilain gras. Il faut dire, il faut appeler un chat un chat.
une classe politique. Et là, justement, je suis étonné quand je vois cette classe qui se disent pseudo-démocrates et qui soutiennent ce sans-sel. Nous avons, écoutez, je termine, nous avons des historiens qui pensent, qui peuvent calmement corriger absolument, absolument. C'est ce que je voulais dire. Est-ce que c'était vraiment, ça valait la peine donc de le jeter, de l'emprisonner, si on peut dire, et donc de faire face aussi à ce tollé diplomatique. Chérif Lounès, qu'est-ce que vous en pensez très rapidement? Il me reste donc peu de temps. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que aussi cette politique à l'intérieur nous affaiblit à l'extérieur et expose l'Algérie diplomatiquement? Très rapidement, Chérif Lounès. Oui, ça va être difficile dans ce bras de fer dont l'objet est M. Sansal. Mais c'est aussi l'occasion pour quand même faire savoir que quand il tient des propos ici en France avec Ahmed Daoud sur la religion musulmane, sur les musulmans, il alimente que des préjugés qui ne font qu'aggraver la situation des citoyens musulmans de France, qui subissent d'un discours raciste, islamophobe, qui sont mal représentés, qui sont sans défense, qui n'ont pas de droit de réponse et qui ne sont jamais invités. Alors pour terminer, je vais quand même parler d'un célèbre Algérien et lui rendre hommage, c'est Rachid Mekloufi, donc, qui est décédé il y a quelques semaines, à 88 ans, et qui a fait ici l'admiration en France, parce qu'il était au club de Saint-Étienne. Donc je lui rends hommage, parce qu'il a vraiment marqué des générations de footballeurs français. Il était dans ce club de Saint-Étienne de 54 à 58 avant de rejoindre l'équipe du FLN à l'extérieur. Il revient de 62 à 68, toujours à Saint-Étienne, où il gagne plusieurs championnats. Il marque des dizaines de buts et il était vraiment respecté. Et quand Aimé Jacquet gagne la Coupe en 1998 avec le patron Zidane, il rend hommage à Rachid Mekloufi, qui était son maître. Voilà. Merci beaucoup. Donc il y a aussi en France des Algériens qui donnent la belle image de l'entente, de la cohésion sociale, et non pas de les opposer avec l'engagement à l'extrême droite. Merci beaucoup, Chérif Lounès. Merci. Je rappelle, vous êtes universitaire et consultant, donc vous étiez avec nous depuis Aix-en-Provence. Merci à Gamal Abina, expert en relations internationales. Merci à Dr Mohamed Amin Chiben, médecin militant politique. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à